Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans 64 minutes. Je suis ravie de partager avec vous cette heure d'information. À Varosha, le temps s'est arrêté en 1974. La ville fantôme du nord de Chypre est le symbole de la division de l'île. Interdite d'accès, le président Tayyip Erdogan a récemment autorisé son ouverture, mais pour mieux imposer sa stratégie politique. Après 2 années de disette, les concerts du Pic du Midi ont repris. Un cadre majestueux à 3000 mètres d'altitude. Cela demande un peu de préparation, un défi technique pour une programmation éclectique. Star au Québec, ses albums sont de véritables événements. Patrick Watson effectue une tournée exceptionnelle en France. À La Rochelle, il a rempli le Grand Théâtre avec sa pop envoûtante. Patrick Simonin l'a rencontré pour nous. Mais tout de suite, place à l'actualité. En Ukraine, la traque des espions est lancée. Kiev a identifié 600 fonctionnaires corrompus. C'est une exclusivité. Nos reporters ont eu accès à un espion présumé. Arrêté à Kharkiv il y a quelques jours, il avoue avoir livré des positions ukrainiennes à des militaires russes. Stéphane Thieuen, notre correspondant, est avec nous en direct de Kiev. L'Union européenne dévoile son plan pour passer l'hiver pour surmonter la chute du gaz russe. Il va falloir faire des économies d'énergie et baisser la consommation. L'objectif est de réduire de 15% la consommation d'ici cet hiver. Au Sri Lanka, est-ce la fin des divisions, comme le clame le nouveau président? Pas si sûr. 6 fois Premier ministre, Ranil Wickremesinghe n'est pas tout à fait celui que les manifestants attendaient. À l'extérieur, des soldats et des policiers lourdement armés protègent le Parlement dans la crainte d'une nouvelle éruption de colère. Mais d'abord, ces images. Les forces russes continuent de pilonner Kharkiv, qualifié de frappe défensive. L'objectif est de tenir les troupes ukrainiennes à bonne distance de la ville d'Izium, dans le Donbass, une localité proche de la frontière russe, difficilement conquise. 6 personnes ont été tuées dans ces frappes. Un autre front s'est ouvert pour Kiev, la traque des ennemis de l'intérieur. Plus de 600 fonctionnaires sont soupçonnés de collaborer avec l'ennemi russe. Les arrestations se multiplient, comme dans ce reportage exclusif de nos reporters. Ils ont eu accès à un espion présumé arrêté à Kharkiv il y a quelques jours seulement. Théophile Simon, Sadak Souissi, commenté par Louis Bureau. Nous sommes dans une prison de Kharkiv, la 2e ville d'Ukraine. L'homme menotté est un citoyen ukrainien. Il est accusé d'avoir transmis des informations secrètes aux forces russes et va être interrogé par la police. Il a donné les coordonnées de l'emplacement des militaires ukrainiens aux services spéciaux de la Russie. Après cela, il y a eu des bombardements par les Russes. Et malheureusement, nous avons eu des morts et des blessés. Avant l'interrogatoire, la police insiste pour nous montrer le domicile du suspect. Nous avons trouvé des armes non enregistrées, des moyens de communication et des preuves indiscutables, comme des messages donnant les coordonnées des services spéciaux militaires ukrainiens à des sources en Russie. Le suspect passe ensuite au détecteur de mensonges dans un commissariat de la ville. L'homme nie toujours avoir aidé l'armée russe à bombarder des militaires ukrainiens, mais il ne cache pas ses positions pro-russes. Je n'ai pas aidé activement l'armée russe, mais je suis un spécialiste du tir, de l'entraînement militaire et de la médecine militaire. Je communique régulièrement avec des citoyens de la Russie. J'y ai plein de connaissances et d'amis. Nous sommes en contact depuis 2014. Pourquoi détenir du matériel radio chez vous alors? Je suis radioamateur. Je ne me cache pas, j'ai des positions pro-russes. Je ne soutiens pas ce que fait actuellement le gouvernement ukrainien. Je ne l'ai jamais fait. Pour moi, l'Ukraine devrait se fondre dans la Russie. Je ne suis sûrement pas le seul à penser cela. La Russie et l'Ukraine ne devraient former qu'un seul pays. L'homme tente de se faire passer pour un prisonnier politique. Il est ensuite reconduit vers la prison. Il n'y dormira pas seul. Depuis le début de la guerre, la police de Kharkiv multiplie les arrestations. Nous avons déjà enregistré 32 cas. Nous suivons 7 autres suspects et nous avons déjà envoyé 6 personnes devant le tribunal. Ces dernières semaines, les autorités ukrainiennes se sont lancées dans une véritable traque. Plus de 600 fonctionnaires sont soupçonnés de collusion avec l'ennemi. Et cela n'échappe pas au plus haut sommet de l'État. Il y a quelques jours, Ivan Bakhanov, le chef des services de sécurité ukrainiens, a été limogé, accusé de laxisme au sein de son propre service. Il était pourtant un des proches historiques du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
La Russie ne se contentera pas de l'Est de l'Ukraine. Sergueï Lavrov a confirmé la volonté du Kremlin d'étendre son pouvoir au-delà des républiques séparatistes du Donetsk et de Lugansk. Et pour ce qui est des pourparlers de paix, cela n'aurait aucun sens, a indiqué le chef de la diplomatie russe. Sur la question du blé, Moscou renvoie la balle. Les exportations ne reprendront que lorsque les sanctions qui pèsent sur les grains russes seront levées. Le Kremlin qui fait main basse sur la récolte dans les régions occupées du Donbass. On voit tout cela avec Elisa Assalt. Les moissonneuses tournent à plein régime sous la surveillance de ces soldats. Cette exploitation est située dans une ville contrôlée par les Russes dans la région de Lugansk. Ces images et interviews ont été réalisées lors d'une tournée de presse organisée par le ministère russe de la Défense. Après le début de l'opération spéciale, tout le monde était inquiet. C'était la panique. Mais maintenant, tout le monde s'est habitué. Les 82 employés reçoivent désormais leur salaire en roubles et les ventes de céréales se font elles aussi en monnaie russe et transitent par la Russie. La Fédération de Russie achète ce blé au centre de stockage de céréales Starobeski par l'intermédiaire d'une société russe basée à Rostov. Le grain est transporté vers des ports, envoyé en Turquie, en Algérie, en Égypte, vers des pays amis qui sont prêts à payer cher. Les exploitations sont étroitement surveillées par les autorités russes qui disent avoir nationalisé les infrastructures ukrainiennes et acheté les récoltes. La mission principale, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des territoires libérés et des territoires qui seront libérés. Il est nécessaire d'évaluer la récolte et de déterminer la quantité de céréales qui pourra être vendue. Côté ukrainien, les agriculteurs sont inquiets. La récolte continue, mais les exportations sont au point mort car les ports restent paralysés. 20 millions de tonnes de céréales sont toujours bloquées en Ukraine. Bruxelles veut des réductions obligatoires en cas d'urgence. C'est la preuve que les stocks de gaz ne seront probablement pas remplis d'ici cet automne. Ursula von der Leyen a détaillé le plan de la Commission en matière énergétique. L'objectif est de réduire de 15% la demande de gaz au sein des pays de l'UE. Kristina Moleova. Faire des efforts maintenant pour une fin d'année sans drame. La Commission européenne a présenté cet après-midi son plan d'urgence qui doit permettre aux Européens de passer l'hiver au chaud, quel que soit le scénario. La Russie fait du chantage. La Russie utilise l'énergie comme une arme. Nous demandons aux États membres de réduire de 15% leur consommation de gaz. Et avec cette réduction, nous pouvons passer un hiver en toute sécurité, même en cas d'interruption totale de gaz. Réduire la consommation européenne de gaz de 15% d'août 2022 à mars 2023, c'est économiser 45 milliards de mètres cubes. Un chiffre basé sur la consommation moyenne des 27 États membres de 2016 à 2021. Ce seuil fixé par Bruxelles, doublé des réouvertures de centrales nucléaires et au charbon et des nouveaux partenariats énergétiques au Moyen-Orient et dans le Caucase, devrait permettre aux Européens de tirer un trait définitif sur le gaz russe cet hiver, sans sacrifier le confort ou le pouvoir d'achat. Une stratégie tardive mais nécessaire selon ce chercheur. En réalité, le marché ne peut pas remplacer totalement l'apport du gaz russe. On a pour la première fois intégré des scénarios qui prennent en compte le fait que l'on n'aura potentiellement plus de gaz à partir de demain. Donc, cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, elle est de plus en plus perçue comme étant une véritable menace par les États membres et ils vont agir en conséquence. Une sobriété nécessaire qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Selon l'association patronale européenne Business Europe, les réductions de production auraient des effets économiques désastreux et un impact irréversible sur les entreprises. Ce plan d'urgence devrait être appliqué par chacun des États membres pour être mis en place. Emmanuel Macron en Gironde, plus tôt dans la journée, en Conseil des ministres, il a demandé la réquisition de 2 hélicoptères privés pour renforcer la flotte de la sécurité civile. Sa visite intervient alors que les incendies connaissent une accalmie. Les flammes ont peu progressé ces dernières heures. Notre envoyé spécial, Mathieu Sarfati, a assisté à la rencontre entre le président et les sapeurs-pompiers. Le président a passé plus de 3 heures ici au poste de commandement opérationnel. Il a longuement échangé avec les pompiers, les élus locaux et les bénévoles. Interpellé sur le manque de moyens, le président a promis 2 hélicoptères civils immédiatement et des Canadair supplémentaires.
Le président a également félicité longuement les bénévoles qui travaillent ici en soutien des pompiers. Il s'est félicité qu'il n'y ait pas eu de drame humain dans ces incendies. Le président a également promis un grand chantier pour replanter au niveau national et pour reconstruire aux normes. Il a ensuite pris la direction de Landiras, l'autre gros foyer d'incendie ici. Sur le plan des incendies, ils ne sont pas fixés, cela pourrait prendre plusieurs semaines. Selon les élus locaux, au total, ce sont 20 000 hectares qui ont été détruits. 20 000 hectares, c'est 2 fois la superficie de la ville de Paris. La canicule en Espagne a tué 510 personnes au moins. Ce bilan n'est encore qu'une estimation. Les autorités attendent encore les remontées des chiffres de ces dernières heures. Le mercure en Espagne est monté jusqu'à 46 degrés dans certaines régions. Ils ne sont plus que 2 en lice dans la course à Downing Street. L'ex-ministre des Finances, Rishi Sunak, et la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, ils seront départagés le 5 septembre. Une page se tourne, donc Boris Johnson a fait ses adieux aux parlementaires 2 semaines après sa démission. Le chef du gouvernement britannique a pris une dernière fois la parole à Westminster. Fidèle à sa réputation, il a quitté l'enceinte avec panache. Nous avons aidé, j'ai aidé ce pays à traverser une pandémie et j'ai aidé à sauver un autre pays de la barbarie. Franchement, c'est déjà pas mal. Mission largement accomplie. À présent, je veux vous remercier, Monsieur le Président. Je veux remercier tout le personnel de la Chambre des communes. Je veux remercier tous mes amis et collègues. Je veux remercier mes amis de l'opposition. Je veux remercier tout le monde. Hasta la vista, baby. Thank you. Le roi Philippe de Belgique en appelle, lui, à la cohésion. Dans son traditionnel discours à la veille de la fête nationale, le souverain a prononcé un discours très politique, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, avec ce mot d'ordre, la cohésion à tous les niveaux pour assurer l'avenir. On l'écoute. Autour de nous, nous entendons de plus en plus de discours agressifs. Nous voyons aussi une résurgence de régimes et de réflexes autoritaires qui ne poursuivent que leur propre intérêt aux dépens des autres. À ces défis, répondons par une foi inébranlable en la démocratie, en favorisant la cohésion et l'inclusion, en n'attisant pas ce qui pourrait nous diviser, en osant cultiver la nuance et la bienveillance. Pascal Delouit est avec nous, vous êtes politologue, professeur à l'Université libre de Belgique. Le roi, on l'a entendu, a insisté sur la cohésion sociale qu'il a répété plusieurs fois comme un leitmotiv. C'est un discours très politique. Oui, c'est un discours très politique, comme vous l'avez très justement dit, tant à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, en appelant à, je dirais, dans une logique de désexacerbation sociale, de cohésion, de force centripète et non pas centrifuge. Vous l'avez entendu, il a appelé au débat serein, à la bienveillance. Donc on est dans une logique contre l'exacerbation qui a habité beaucoup d'États européens, en particulier bien sûr pendant la crise du Covid, et qui habite aujourd'hui beaucoup de citoyens face à l'inflation. Mais il a aussi été très clair, très dur même je dirais, sur la dimension externe, c'est-à-dire le soutien à la démocratie, la désignation de la Russie comme l'agresseur, puissance nucléaire a-t-il dit, les États européens ne seront pas divisés, donc un discours à la fois politique sur le plan interne et externe. Et sur le plan interne, on sent qu'il y a quand même peut-être un scénario à l'italienne où cette coalition semble un peu fragile. C'est ça aussi, la cohésion qu'il faut tenir à l'intérieur ? Oui, je crois qu'il y avait bien sûr un appel subliminal aux responsables des partis membres de la coalition. Comme vous le savez, c'est une très grande coalition qui associe 4 familles politiques et 7 partis. Et c'est une coalition qui a régulièrement du mal à faire aboutir des accords. Le roi d'ailleurs prenait la parole au terme d'une séquence très tendue sur la réforme des pensions. Durant le week-end, il y a eu presque 50 heures de réunion de vendredi à lundi pour essayer d'atteindre un résultat accepté par tous les partenaires. Donc finalement, il y a eu un résultat, mais c'est un résultat, je dirais, de plus petit commun dénominateur. Et donc le roi, évidemment, en appelle au maintien de la coalition et au maintien d'un gouvernement de plein exercice,
parce que régulièrement en Belgique, il y a des crises politiques et des gouvernements en affaires courantes de très longue durée. Est-ce qu'il y a aussi la crainte que cette guerre en Ukraine, finalement, puisse aussi avoir des répercussions sur la cohésion nationale, avec les répercussions que l'on connaît sur le pouvoir d'achat, sur la flambée des prix? Est-ce que, pour une fois, est-ce qu'un conflit extérieur peut porter atteinte à la cohésion nationale? Ah oui, il peut porter atteinte en fonction de la lecture que l'on a de ce conflit et aussi bien évidemment de la lecture que l'on a de l'action de la Belgique et de l'Union européenne dans ce conflit. Je dirais que de manière générale en Belgique, comme dans la plupart des pays de l'Union européenne, il y a une forme de soutien à l'Ukraine, une forme de soutien aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes qui se sont rendus en Belgique. Mais en même temps, il n'échappe à personne que ce conflit a des répercussions, parfois directes, parfois indirectes. Et ces répercussions créent de la tension. On l'a vu précédemment dans votre journal sur la fourniture d'énergie, crée aussi de la tension sur les prix de l'énergie. Et donc, ce faisant, bien sûr, vous avez des formes d'exacerbation et des formes d'interrogation sur le soutien aussi massif, dirais-je, des pays de l'Union européenne, dont la Belgique, à l'Ukraine, tant militairement que diplomatiquement et qu'économiquement. Merci beaucoup, Pascal Delwitt, d'avoir répondu à nos questions. Un nouveau président au Sri Lanka. Le Parlement a élu Ranil Wickremesinghe. Il est loin d'être un inconnu. Il a été 6 fois Premier ministre. Son arrivée à la tête du pays pourrait raviver les tensions plutôt que de les calmer. Les manifestants espéraient confier la gouvernance à une personnalité moins marquée par l'exercice du pouvoir. Anaïs Furtad. La nouvelle en a réjoui certains. Dans les rues de Colombo, ces Sri Lankais célèbrent la nomination de leur président. L'ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe assurait jusqu'à présent l'intérim. Il a largement été élu à la tête de ce pays en crise par un Parlement acquis à sa cause. Dans un discours, le nouveau chef de l'État joue l'apaisement. La situation économique est désastreuse. Les jeunes hommes et les jeunes femmes veulent un changement du système. Nos divisions sont terminées. Issu du sérail politique, plusieurs fois ministre, neveu d'un ancien président, l'homme politique de 73 ans est le dernier représentant d'une classe politique corrompue que le peuple veut renverser. Ranil Wickremesinghe doit gouverner jusqu'en novembre 2024. Mais dans le pays, certains réclament déjà sa démission. Comment a-t-il pu devenir président? Il ne cesse de causer des problèmes aux gens, aux pauvres. Tout le monde a des ennuis à cause de cet homme. Nous nous battrons pour notre pays. Nous le ferons. Nous donnerons nos vies, c'est sûr. Nous sommes prêts. La nomination de Ranil Wickremesinghe intervient une semaine après la fuite de l'ancien président Gotabaya Rajapakse. Le chef de l'État démissionnaire a laissé derrière lui un pays englué dans une crise économique et ravagé par les pénuries d'aliments, de médicaments et de carburant. Haïti, aux mains des gangs, l'ONU dresse un lourd bilan, plus de 234 morts à Cité Soleil en 4 jours seulement, un chiffre que vous pouvez multiplier par 4 pour le bilan des violences depuis le début de l'année dans la capitale. Ornella Bracheski, bonjour. Bonjour. La violence, elle est plus forte encore, vous direz, vous aussi, vous qui connaissez le terrain? Vraiment, depuis le début de l'année, là, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de violence et surtout dans des quartiers très populaires, puisqu'au début de l'année, il y a eu une guerre des gangs dans le quartier de Croix-des-Bouquets et Croix-des-Missions. Et là, maintenant, c'est dans Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone très, très fragile, avec énormément de gens dans les difficultés, très pauvres. Comment vous expliquez qu'il y a une recrudescence de cette violence? Elle était déjà assez élevée. Alors, dans Port-au-Prince, oui, il y avait déjà beaucoup de violence. Il y a eu plusieurs massacres, même quand il y avait le président Jovenel Moïse, qui malheureusement a été assassiné il y a à peu près 1 an. Et on voit bien que depuis, malheureusement, rien ne s'est arrangé. Et c'est vraiment dommage. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée. Même la Chine réclame un embargo sur les armes légères. C'est qui arme les gangs? Écoutez, vraiment, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce sont forcément des gens qui ont une certaine fortune, puisque pour acheter des armes lourdes et aussi des munitions et les faire venir en Haïti, il faut être organisé, il faut avoir beaucoup d'argent. Du relais, de la corruption. Donc ça relève de la corruption et puis peut-être
des gens qui ont un intérêt à voir le pays se déstabiliser pour peut-être alors justement sur ce arriver plan-là, sur le plan politique et prendre la place. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. L'ONU s'inquiète. L'ONU dresse un état des lieux catastrophique, aggravation de la violence, impunité, corruption. Et pourtant, rien ne se passe. Vous n'avez aucune main tendue. Écoutez, non, vraiment, on se pose des questions. On se dit que tout est fait pour que le pays s'enfonce de plus en plus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, ne serait-ce qu'agricoles et aussi humaines. Donc vraiment, on ne comprend pas. Et c'est vrai que surtout ces gangs sont autour du port de Port-au-Prince. Et donc, ils empêchent tous les gens de passer et aussi le matériel d'arriver dans les provinces. Donc les provinces ont aussi du mal, même s'il y a un peu moins de violence, mais elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal à faire leur travail. Est-ce que ça bloque aussi le commerce, par exemple? Ça bloque énormément le commerce, énormément. Et quand on sait que les Haïtiens doivent se déplacer pour vendre leur production sur les marchés, ils n'arrivent même pas à le faire parce que les routes ne sont pas sûres. Comment vous expliquez que cette question haïtienne, finalement, est un peu oubliée ou intéresse si peu de personnes? Est-ce que c'est parce que la situation est à ce point complexe ou gangrénée que c'est difficile de mettre le doigt dans l'engrenage? Alors, c'est vrai que la situation est très, très complexe. Mais je pense qu'aussi, c'est dommage parce qu'il y a une volonté de laisser aller les choses. Et alors que peut-être si on organisait vraiment un dialogue entre les différentes parties de la société civile, qui elles-mêmes se sont déjà regroupées dans l'accord de Montana. Et puis il y a d'autres accords aussi. Et là, vous vous tournez vers les maires francophones. Qu'est-ce que vous attendez des maires francophones? Vous avez rencontré déjà certains d'entre eux? On a rencontré, on travaille surtout sur un projet de reconstruction de l'habitat avec des techniques antisismiques et paracycloniques dans le sud d'Haïti qui a été touché l'année dernière, le 14 août, par un séisme. Et donc le but, c'est de reconstruire l'habitat, les écoles et de reconstruire des communautés dans le sud d'Haïti. Et donc on s'est tourné, on a surtout eu l'association des maires de Guadeloupe qui nous a contactés l'année dernière, en septembre, après le séisme, pour nous proposer de financer avec nous un projet, de mettre en œuvre un projet. Et donc là, on essaye de travailler tous les deux pour trouver du financement. Et donc la solidarité, finalement, elle naît du local. Heureusement qu'il y a la solidarité qui sauve encore quelque chose. Et puis, on est vraiment dans le partenariat avec nos partenaires haïtiens. On n'est pas dans l'assistanat. On les a aidés un petit peu, évidemment, sur l'urgence après le séisme. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est reconstruire, avoir des projets sur le long terme. Et donc, avec l'association des maires de Guadeloupe, et notamment Christine Houblon, qui est la présidente de la commission régionale de coopération régionale, on a monté ce projet, et aussi avec 3 associations membres du collectif Haïti. Donc il y a encore un peu de lueur d'espoir pour vous. Merci beaucoup, il y a toujours Ornella Rachevsky, de nous avoir éclairé sur la situation en Haïti. Restez avec nous, le 64 revient dans un instant pour la seconde partie.